Les ventes de sextoys, tout genre confondu, ont explosé pendant le Covid. On va être beaucoup plus sensible, voilà, si le sextoy fait ce genre de choses que s'il fait ce genre de choses, en fait, tout simplement. Ce genre d'objet, ça permet d'entretenir son périnée. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle quasiment jamais, sauf après une grossesse. Bonjour, je suis Flore Chéry, journaliste spécialisée dans la sexualité et les sciences. Bienvenue sur ce format où on parle et on interviewe des experts sur le sujet. Aujourd'hui, nous recevons Amandine Jonio, autrice de Oh My God, une grande enquête parue aux éditions La Musardine sur les jouets pour adultes. Et tu es aussi, Amandine, une exploratrice de l'univers foisonnant des jouets pour adultes, notamment Lelo, à travers le média Le Journal du Geek. Exactement. Alors aujourd'hui, les jouets pour adultes, c'est presque autant un concept qu'un objet. Ça peut être en forme de canard, en forme de poupée gonflable, ça peut être doux, dur, chaud, mou. Qu'est-ce que c'est concrètement qu'un sextoy ? Aujourd'hui, un sextoy, ça peut prendre beaucoup de formes. Ça peut effectivement être en silicone, ça peut être en matériaux plus durs, ça peut être quelque chose en pierre, ça peut être quelque chose en acier. Finalement, c'est pas tant le matériau qui va importer plutôt que la finalité qu'on va en avoir. Un jouet pour adultes, c'est un objet à une finalité masturbatoire. Et ça existe depuis combien de temps ? Ça existe depuis très longtemps. Les représentations en fait, de jouets pour adultes, en tout cas les représentations, qu'elles soient phalliques ou vulvaires, elles existent depuis la préhistoire. Après, de là à savoir si c'était utilisé justement à des fins récréatives ou à des fins masturbatoires, c'est plus compliqué, puisqu'évidemment, pas de texte, donc aucun écrit pour corroborer ça. Ce qu'on sait par contre, c'est que ça a à peu près toujours existé. La plus ancienne représentation qu'on a date à peu près de moins 28 000 ans avant notre ère, donc ça fait un petit moment. Et en fait, on se rend compte que dès qu'on a eu l'écriture pour corroborer du coup une thèse plutôt qu'une autre, les jouets pour adultes ont été cités dès l'Antiquité, même avant. Il y avait, après, ça pouvait être aussi par exemple dans des cérémonies rituelles, dans des espèces d'actes religieux, de défloraison notamment. Mais en tout cas, les représentations phalliques et les jouets destinés à, en tout cas, la défloraison, la masturbation, ont à peu près toujours existé. Ensuite, leur utilisation moderne, telle que nous on l'entend, c'est-à-dire le jouet vraiment récréatif pour épanouir sa vie amoureuse, sa vie relationnelle. Là, par contre, c'est évidemment plus récent, mais c'est pas si récent que ça non plus, puisque dès le XVIIIe siècle, on a des mentions de ce genre d'objets. Tu pensais quels objets, par exemple, au XVIIIe siècle ? Je pense, par exemple, on va avoir le trémoussoir, donc, qui était un fauteuil un peu à bascule, mais un peu vibrant aussi, pour justement... en fait, c'était... C'est quoi, il y a un objet phallique au plein milieu ? On n'en était pas là encore, oui. Mais effectivement, je vois à quoi tu penses. Non, là, c'était vraiment une chaise à bascule, en fait, qui vibrait et qui était censée... un peu détendre la personne. Finalement, c'était présenté comme quelque chose qui aidait la personne à se détendre de sa vie un peu trop citadine, parce qu'à l'époque, on considérait que la vie citadine, c'était très mauvais pour la santé, contrairement à la vie au plein air, au champ. Et du coup, il y avait cette chaise qui avait été inventée pour détendre tout ça. Donc les premiers jouets pour adultes, ils ont été imaginés dans un but presque thérapeutique ou médical ? Thérapeutique ou médical, je ne sais pas vraiment, puisque je pense qu'il y a quand même une grosse partie récréative et cultuelle, il ne faut pas le négliger non plus. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de sextoys qui ont été et qui du coup le sont encore. Et on assiste à une grosse recrudescence de ce genre de mouvement qui est en fait pensé pour une utilisation thérapeutique, médicale, un peu holistique. Le bien-être passe aussi par le bien-être sexuel, du coup, pourquoi ne pas utiliser un jeu pour adultes ? D'accord. Et quand on pense aux grandes révolutions, et notamment des révolutions récréatives sur les jouets pour adultes, on pense évidemment à la technologie de l'air pulsé, ouais, qui a émergé il y a 10 ans et qu'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des sextoys, enfin des marques de sextoys qui l'utilisent. Qu'est-ce que c'est cette révolution et comment elle a changé le rapport qu'on pouvait avoir avec les jouets ou les sextoys traditionnels ? Alors la technologie de l'air pulsé, elle est arrivée déjà à un moment assez charnière du coup sur le marché de la sexualité. C'est-à-dire qu'on passait de quelque chose de très phallique, de très pénétrant, oui. Avec ce genre d'objet, par exemple ? À ce genre d'objet qui, par exemple, qui du coup n'a plus rien à voir avec l'image qu'on se fait d'un pénis en érection, clairement. Et alors comment on l'utilise, par exemple, ce type d'objet ? Alors, ce type d'objet, typiquement, on va avoir du coup une embouchure avec du coup un petit
bouton ici, et en fait, on le place sur le gland clitoridien. Pourquoi c'est une révolution à l'époque? Tout simplement parce que déjà, on change complètement le form factor du sextoy. On n'a plus besoin de quelque chose de pénétrant, on n'a plus besoin de quelque chose de phallique. On peut finalement faire toutes les formes qu'on veut. Et ça, déjà, non seulement ça sort un peu la pénétration de son piédestal, puisque évidemment, on se rend compte que, oh là, on pouvait faire quelque chose de mieux, en fait, et du coup, qui ne ressemble pas à un pénis. Un objet phallique. Exactement. Mais en plus, ça change complètement dans l'approche de la masturbation, puisqu'on va avoir, contrairement à la vibration, qui est déjà très développée à l'époque, la vibration, concrètement, c'est une stimulation de contact. Ça veut dire qu'on va venir échauffer le nerf, donc là, le nerf pudendal, le nerf clitoridien, par un contact. Forcément, comme n'importe quel nerf, à force de frotter, en tout cas à force d'avoir un contact prolongé dessus, on va avoir une espèce d'irritation, un échauffement, qui fait qu'on va avoir cette sensation d'engourdissement, ou en tout cas, on va avoir aussi cette période réfractaire, typiquement après l'orgasme, qui fait que ça va être un peu douloureux, un peu désagréable finalement après l'orgasme, puisque en fait la pression retombe, sauf que le nerf, lui, il est toujours irrité. L'air pulsé, ça permet justement d'éviter ça, puisque ça va venir stimuler le gland clitoridien sans le toucher. Et c'est ça qui change tout en fait. Parce que c'est de l'air, c'est ça, qui Exactement. est directement diffusé. Et alors, en termes de sensation, ça doit changer aussi, c'est-à-dire que la vibration, il n'y a pas que la vibration qui stimule, en effet, qui permet d'éviter la période réfractaire, il y a aussi peut-être une sensation plus profonde dans le corps de la femme. En fait, on va avoir une espèce de sensation d'écho, puisque le clitoris, on l'a découvert il y a longtemps, mais on a commencé à réaliser, il n'y a pas si longtemps finalement, que ce n'était pas que le gland émergé du coup qu'on voyait. Le clitoris, il a deux racines assez grosses, qui font à peu près 10 cm de long. Et en fait, l'air pulsé, ça permet justement d'aller stimuler toute cette zone et toutes les racines du clitoris, en fait, du gland jusqu'au clitoris. Enfin, du gland jusqu'aux racines. Et donc là, on a deux modèles qui sont, donc c'est le Scylla et le Sona, qui permettent vraiment de stimuler en profondeur le clitoris et pas juste le petit bouton qui était souvent le seul point stimulé par des objets vibratoires. Exactement. Donc ça a été une grande révolution. Il y a aussi beaucoup d'autres, j'imagine, révolutions dans le sextoy. Je pense principalement au Rabbit, qui a été popularisé par la série Sex and the City. On voyait cette espèce de gros bout de plastique rose avec deux oreilles. Aujourd'hui, on arrive à faire des objets qui ressemblent à ça, comme le Soraya, beaucoup plus design et ergonomique. La matière, elle a changé. Quels ont été les grands changements en termes de matière, en termes de consommation d'énergie Qu'est-ce qui a changé dans le monde des sextoys? Concernant le Rabbit particulièrement, on a effectivement vraiment un changement un peu du tout au tout, puisque de base, le Rabbit, on est sur une idée qui est la double stimulation, donc la stimulation à la fois des bulbes internes du clitoris et du gland clitoridien. Donc ça, déjà, c'est assez révolutionnaire à l'époque. En revanche, on est sur des matériaux, c'est ce que tu disais, qui sont assez transparent, un peu jelly. On ne sait pas trop comment c'est fabriqué, c'est un peu dégueu. Et surtout, on a ce lapin, du coup, qui est à la place en fait du stimulateur clitoridien. Pourquoi? Parce que à l'époque, ça permettait sur le marché japonais où le sextoy était créé, en fait, de contourner la censure, puisqu'on n'a pas le droit de représenter des pénis. Exactement. Mais on a le droit de représenter des lapins. On a le droit de représenter des lapins. Et d'ailleurs, sur les premiers modèles de Rabbit, on le voit, c'est pas un pénis à proprement parler qui est ici, c'est la déesse Kwannon, qui est une figure du coup déifique du Japon. Bon, donc on a beaucoup changé. Qu'est-ce qui a changé, donc à part la matière sur ce type de sextoy? L'ergonomie aussi, enfin le design? Évidemment, on est sur quelque chose, déjà, ça se voit, de beaucoup plus courbé. En fait, je pense que les fabricants aussi ont commencé à s'intéresser à la morphologie interne, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait quelque chose de très droit, de très longiligne. C'était vraiment la forme phallique dans tout son archétype. Maintenant, on sait, évidemment, tous les vagins sont différents, mais on sait que c'est assez courbé, que du coup, si on a quelque chose d'un peu plus bombé, on va pouvoir capter la confluence de la zone G, donc qui est l'endroit où les deux branches du clitoris en fait se rejoignent. Donc déjà, forcément, on gagne a priori. Elle est située où, cette zone G dans En fait, la zone G, il faut vraiment imaginer le clitoris comme un espèce de A sans branche, avec le gland juste ici.
Et du coup, les 2 bulbes qui vont se mettre au niveau, enfin vraiment de part et d'autre de l'entrée du vagin à peu près 7 à 12 cm. Et donc, on est à peu près à 7-12 cm de l'entrée du vagin, donc c'est-à-dire à peu près à ce niveau-là. Exactement. Et c'est pour ça que c'est plus ergonomique peut-être que les premiers Rabbit, qui étaient longilignes. Là, on voit qu'on a ce petit renflement qui va venir stimuler la zone G. C'est bien ça? Exactement. Et du coup, typiquement sur ce genre de sextoy aussi, on va avoir un mouvement qui va aller, du coup, non pas de gauche à droite, enfin en tout cas, qui ne va pas faire un mouvement de pénétration, mais un mouvement justement qui va faire plutôt de haut en bas, puisque la zone G, on s'en est rendu compte assez tard, sans doute parce qu'il n'y avait pas trop d'études sur le sujet jusqu'à présent, mais en fait, la zone G est beaucoup plus sensible au tapotement qu'au va-et-vient. Donc ça veut dire que on va être beaucoup plus sensible, voilà, si le sextoy fait ce genre de choses que s'il fait ce genre de choses, en fait, tout simplement. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, plusieurs sextoys se sont posé la question de comment est-ce qu'on gagne en efficience sur ce genre de stimulation. Et notamment, par exemple, ceux qui commencent à faire des petits mouvements de va-et-vient, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Un gros changement aussi, c'est de moins en moins de piles dans les sextoys. Ouais. Et une autre façon de conserver l'énergie. Exactement, ouais, de moins en moins de piles. À la base, on est sur quelque chose de très basique, en fait, on n'avait pas besoin de quelque chose de waterproof, puisqu'on ne l'utilisait pas de toute façon dans l'eau. Enfin, ce n'était pas quelque chose qui était destiné à être mouillé, que ce soit pour être lavé ou pour être immergé, pour l'utiliser dans ce genre de conditions. De plus en plus, évidemment, les fabricants essayent d'améliorer la qualité de leurs produits, parce que forcément, une batterie interne, ça permet, c'est beaucoup plus simple, on ne se retrouve pas à court de piles. Et puis surtout, c'est waterproof, donc on peut l'utiliser dans l'eau, on peut le laver. Ça, c'est quand même sacré. Plus hygiénique. C'est quand même beaucoup plus hygiénique, surtout sur des sextoys en fait, qui ont vocation à durer dans le temps, qui sont de plus en plus premium. Évidemment, on est sur des matériaux qui commencent à devenir assez nobles. Le silicone qu'on voit sur ce genre de jouet, c'est du silicone qui est censé durer, donc qui est censé durer peut-être 10-15 ans, voire plus. Et forcément, on a envie d'avoir une hygiène la plus clean possible sur ce genre de Donc toy. des objets qui durent plus longtemps, Ouais. qui sont plus hygiéniques, qui agressent peut-être moins la peau. Il y avait le problème des phtalates aussi, des perturbateurs endocriniens. Donc des marques qui sont peut-être aussi plus responsables dans leur façon de concevoir des objets aujourd'hui? Je pense que c'est comme à peu près toutes les industries technologiques. Il y a eu des abus, il y en a encore énormément. Sauf que là, on est sur un marché qui grossit. Du coup, forcément, il y a de plus en plus de concurrence et forcément, les marques se rendent compte que, elles ne peuvent plus faire n'importe quoi, ça c'est une première chose, mais surtout, elles ont tout intérêt à proposer des objets les plus premium possibles, les plus respectueux possibles. Et c'est là, effectivement, que le silicone est entré en jeu. Là où, jusqu'à présent, tu le disais, on avait des polymères élastifiés avec des phtalates, donc qui étaient des choses en soi très, très efficaces sur le court terme, mais en fait qui ne duraient pas dans le temps, qui s'abîmaient très vite, qui étaient difficiles à nettoyer, qu'on ne pouvait pas par exemple stériliser. Voilà, il y a vraiment des gros problèmes à ce niveau-là de durabilité et de santé, puisque c'est le genre de matériau aussi qui était très poreux, donc qui autorisait la transmission de bactéries, mais aussi de virus. Exactement. On était déjà sur le côté sanitaire, mais aussi juste sur le côté produits chimiques. Puisqu'en fait, c'était des plastiques qui étaient bourrés de produits chimiques, justement pour leur offrir cette espèce d'élasticité un peu agréable au toucher. Finalement, c'est beaucoup plus agréable d'avoir quelque chose de tout mou et tout doux sous la peau. Mais du coup, c'était... Ou à l'intérieur de soi. Oui, voilà. À l'intérieur de soi, c'est pas forcément cool. On peut le comprendre. Une autre grosse révolution, et tu en as parlé, c'est la révolution du mouvement. Il y a par exemple cette typologie d'objets qui permettent de réinventer le mouvement et de ne pas faire les simples va-et-vient qu'on peut avoir lors d'une pénétration naturelle ou classique. Quels sont les... Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment ça fonctionne, cette typologie d'objets, et en quoi c'est intéressant pour le vagin? Alors celui-là, par exemple, c'est le Ida Wave. Et en fait, on le voit, lui, il n'est plus du tout sur un va-et-vient. On a même une forme, en fait, on a une partie pénétrante, mais qui va être extrêmement minoritaire. On n'est plus du tout sur un gros objet pénétrant vraiment destiné à ça. On est juste à l'entrée, en fait, du vagin. Et, donc là, on est sur de la zone G. On est sur de la zone G, voire même un peu avant. Et en fait, on est vraiment sur quelque chose qui ne pénètre pas au sens premier du terme, puisqu'il n'y a pas de va-et-vient sur la pénétration. Il y a vraiment juste ce mouvement en fait, de haut et bas, qui est censé en fait finalement imiter un doigt. Enfin, concrètement,
c'est beaucoup plus proche de ce que pourrait faire un partenaire avec ses son doigts. Est-ce qu'il y a d'autres typologies de mouvements qui ont évolué? Ça peut être sur la masturbation masculine, par exemple, qui réinvente le mouvement ou sur la masturbation masculine, il y a énormément de choses aussi qui ont évolué, un peu plus tardivement, parce que je pense que le marché du sextoy pour les pénis est un peu en retard, puisqu'on s'est toujours dit, bon, après tout, ça marche très bien comme avec ça. la main droite, et puis Exactement. ça se lave facilement. Voilà, pourquoi changer. Mais en fait, oui, depuis quelques années, c'est hyper intéressant, parce que déjà, on a un changement de forme sur les sextoys pour pénis, qui effectivement sont beaucoup moins orientés vers tout ce qui peut être un peu imagerie pornographique, ou en tout cas imagerie érotique. On va avoir, en fait, comme sur le marché des sextoys pour femmes, ce genre de choses en fait qui du coup, bon bah c'est posé, on n'a pas du tout l'impression que c'est un objet Une belle masturbatoire. maman peut regarder cet objet sans penser à mal directement. Priori, ou si elle sait, c'est qu'elle est dedans. Voilà. et en fait, on va avoir du coup de nouvelles formes qui vont découler sur de nouveaux modes de stimulation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, à la base, le design change pour rendre ça un peu plus accessible, un peu moins agressif, c'est ce que tu disais, à l'œil, pour avoir quelque chose de plus OK dans son quotidien. Monsieur et madame tout le monde peuvent l'avoir, on n'est pas sur quelque chose de très explicite, de très graphique. Et du coup, l'abandon des formes premières comme on les connaissait, qui étaient très inspirées de la pornographie, ça va permettre aussi des nouvelles stimulations. Par exemple, sur ce type de jouet, on est sur un masturbateur relativement classique, hein, c'est une gaine pour insérer un pénis, mais en fait, on va avoir toute une armada de petits trucs vibrants dedans qui vont enserrer en fait le manche du pénis et qui vont faire une nouvelle forme de masturbation. Est-ce que sur le plaisir prostatique aussi, il y a beaucoup de nouveautés? Il y a énormément de nouveautés, il y a même, je pense, plus de nouveautés sur le plaisir prostatique que sur le plaisir pénien. Tout simplement parce que c'est quelque chose de moins accessible. Là où tu disais, le plaisir pénien, bon, c'est quelque chose qui est relativement ancré dans les mentalités. Hein. On sait que les garçons se masturbent a priori assez jeunes. Il y a ce truc de... C'est quelque chose qui est OK, alors que le plaisir prostatique, c'est beaucoup plus compliqué, déjà, ne serait-ce qu'à atteindre. Bien sûr. Tout seul. Donc l'aide d'un outil est beaucoup plus justifié, évident ou justifié. C'est ça. Et oui, bien sûr, le plaisir prostatique, il y a énormément maintenant de modèles qui sont disponibles sur le marché. Et c'est hyper intéressant parce que déjà, ça veut quand même dire que le plaisir prostatique est un vrai sujet, qui était quand même très tabou avant, on ne va pas se mentir, c'était compliqué de parler de ce genre de plaisir, parce que c'est associé à l'homosexualité directement. Exactement. Il y avait un vrai, je pense, un vrai tabou sur le plaisir prostatique et sur le fait que forcément, qui dit prostate dit personne à pénis. Une personne à pénis qui, du coup, utilise un stimulateur prostatique, tout de suite, voilà, c'est associé à l'homosexualité. Ça remet en cause peut-être les attirances sexuelles, l'identité de genre, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui commence à évoluer, heureusement, et qui, du coup, est beaucoup plus, j'ai l'impression, accepté dans des couples chez les hétérosexuels. Exactement. En fait, on commence à comprendre que c'est normal d'avoir du plaisir par voie anale, spécifiquement quand on est un homme, parce qu'on a une prostate. Exactement, et ça ne remet absolument pas en cause ni l'orientation sexuelle, ni l'identité de genre, ni rien d'autre. En fait, c'est juste une nouvelle stimulation différente. Et alors, on parle beaucoup de sexualité récréative, mais entre tes mains, donc tu as le F2S, oui, qui permet non seulement évidemment d'avoir beaucoup de plaisir, mais aussi peut-être de travailler ses performances sexuelles, notamment d'éviter, pourquoi pas, et tu vas peut-être me le dire, d'être éjaculateur précoce. Alors, je pense qu'il y a un vrai enjeu effectivement sur ce genre de masturbateur, puisque en fait, plus on s'entraîne, hein, plus c'est simple ensuite de se contenir, si je puis dire. Est-ce qu'il y a une vraie volonté de l'ELO de proposer des programmes pour s'entraîner et est-ce que c'est efficace? Alors, je ne sais pas s'il y a une vraie volonté, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est complètement faisable avec ce genre de jouet, tout simplement parce que, en fait, on peut s'entraîner à savoir exactement les points un peu qui vont être plus sensibles, moins sensibles, contrôler aussi. Du coup, forcément, c'est beaucoup, je dirais, moins impressionnant d'être seul face à un masturbateur que seul face à un ou une partenaire, par exemple. On a moins la pression, on a moins cette anxiété de performance qui est quand même souvent liée à l'éjaculation précoce, par exemple. Et du coup, oui, ça peut être un objet qui peut aider, mais tout comme, par exemple,
ce type de jouet peut aider, par exemple, à l'anorgasmie chez les personnes à vulve. L'anorgasmie, c'est quoi? C'est le fait de ne pas réussir à avoir d'orgasme, tout simplement. Est-ce que toi, tu connais des femmes qui n'avaient pas d'orgasme et en essayant les sextoys ont redécouvert leur corps et ont pu après avoir une meilleure sexualité avec un partenaire, par exemple? Alors, personnellement, non, mais par contre, c'est quelque chose d'assez avéré. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sextoy, ce n'est pas une baguette magique. C'est vraiment un outil qui va permettre de découvrir d'autres champs des possibles en fait, sur la sexualité. Donc ça veut dire que, évidemment, si ta vie sexuelle est déjà extrêmement riche et extrêmement variée, avoir un sextoy, peut-être que ça sera encore mieux, peut-être que ce ne sera pas ton truc, mais en fait, c'est juste une nouvelle manière d'essayer. Et pour des femmes qui sont sujettes à l'anorgasmie, par exemple, en fait, ça permet juste de découvrir autre chose. C'est, voilà, tu as un menu en face de toi, voilà, tu n'aimes pas la main, tu n'aimes pas, je ne sais pas, tu n'aimes pas la pénétration trop violente, et ben par exemple, tu vas aimer ce genre de choses, ou pas, mais en tout cas, tu vas pouvoir tester et tu vas pouvoir comprendre. En fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui fonctionne, en fait, puisque chaque corps est extrêmement différent. Donc ça propose une diversité possible des plaisirs et donc peut-être de mieux comprendre et s'approprier son corps. Est-ce que c'est un bon résumé? Est-ce que ça permet aussi, le sextoy, c'est peut-être de réduire la distance? On sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent parfois voyager et être à distance quand on est des partenaires amoureux. Est-ce que le sextoy permet, dans une certaine mesure, de réduire la distance et de mieux connecter les personnes sexuellement? Oui, évidemment. On l'a vu pendant la crise du Covid, ça a été... je crois l'un des... Alors, les ventes de sextoy, tous genres confondus, ont explosé pendant le Covid. Mais par contre, il y a une stat, c'est en 2020, c'est pour la première fois, on a dépassé l'utilisation de 50%. 50% des Français avaient au moins utilisé un sextoy à partir de 2020. On a passé le cap des 50%. Exactement. Et sur les plus grosses marques du marché, on était à peu près plus de 100% de vente. Ouais, donc c'est dire que bon. Donc merci le Covid. Merci le confinement. Merci le confinement en tout cas pour ça. Mais oui, évidemment, le confinement, mais pas que, on était sur une tendance déjà généralisée, hein, les sextoys en fait, qui peuvent être connectés à distance, ça permet, et encore une fois, ça permet de multiplier les expériences. Parce que oui, deux partenaires qui n'habitent pas forcément ensemble, pas besoin d'être à l'autre bout du monde, même si c'est possible, mais juste le fait de ne pas habiter ensemble, bah déjà ça permet de se retrouver sans avoir forcément besoin de se retrouver physiquement, donc ça peut être une bonne expérience voilà, entre couples. Et puis on va avoir toutes les nouvelles expériences que ça propose, c'est-à-dire je pense par exemple aux œufs connectés, on voit souvent... Justement, en parlant d'œufs connectés, exactement. C'est celui-là. Celui-là connecté. Qui est connecté. Ouais. Alors, pour montrer comment ça marche, Lelo a développé une application avec un mode qui s'appelle Love Bridge, qui permet de connecter des couples à distance, à la fois en créant une petite chambre personnalisée et en même temps en permettant, mais vraiment dans deux pays différents, de connecter les partenaires avec un qui est en mode remote, qui a la télécommande, et l'autre qui tient le petit sextoy. Est-ce que là, je te fais bien vibrer? Exactement, oui, là, ça vibre. Est-ce que tu vibres bien Ça vibre pas mal, et surtout, oui, ce qui est hyper drôle, c'est que ça vibre en fonction de tes mouvements. Donc c'est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus... oui, finalement, c'est beaucoup plus sensuel que juste monter un bouton sur une télécommande, même si c'est possible et c'est très cool aussi. Là, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre du geste, de la gestuelle, et c'est quand même plutôt sympa. Et c'est sympa à la fois pour la personne qui reçoit, j'imagine, si c'est situé à un autre endroit, et en même temps pour la personne qui le fait, parce qu'évidemment, il y a toujours ce côté très ludique qu'on va retrouver de plus en plus dans les différents types d'applications. On imagine aussi, on en avait un petit peu parlé au début de cet entretien, des utilisations médicales des sextoys, notamment sur de la rééducation périnéale. Toi, de moi, comment est-ce que tu vois ce marché-là évoluer? Est-ce que le monde médical est prêt à accepter le sextoy comme un vrai dispositif de soins? Alors c'est hyper intéressant comme question, parce que c'est vraiment quelque chose qui peine encore, je trouve, à s'imposer. Puisqu'on a à la fois les sextoys qui ont fait un énorme pas en avant vers cet aspect de normalisation, hein, comme on disait. Ils sont beaucoup plus clean, ils sont beaucoup plus faciles en termes d'hygiène, en termes de santé. On est sur quelque chose de beaucoup plus accepté et acceptable, on va dire, pour le grand public. Le médical a encore un peu de mal là-dessus. Typiquement, on va avoir les rééducateurs périnéaux, par exemple, t'en parlais. Là, par exemple, on a le Smart Beads, c'est des boules de geisha. Est-ce que ça aide pour la rééducation périnéale, par exemple? Alors, ça aide, et c'est même
quasiment indispensable hein, après une grossesse ou même d'ailleurs après d'autres événements de la vie de manière générale. Hein, d'ailleurs, le périnée, c'est un muscle. Il convient en fait de le muscler un peu toute sa vie. Pas trop, mais il faut quand même le muscler un minimum. Surtout voilà, quand on a certains événements traumatiques, quand on vieillit en fait, tout simplement. Et évidemment, oui, ce genre d'objet, ça permet d'entretenir son périnée. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle quasiment jamais, sauf après une grossesse. Le problème, c'est qu'après une grossesse, bon, bah, déjà, il a quand même bien morflé, alors qu'en fait, il morfle toute sa vie. Et surtout, on en parle du coup dans un cadre très médical, avec une sage-femme ou avec un gynécologue, ce qui est très bien. Mais en fait, on perd un peu cet aspect. C'est important en fait aussi de pouvoir muscler son périnée à la maison, tout seul, chez soi. Comment on utilise cet objet par exemple? En fait là, tout simplement, hein, c'est hyper simple. En plus, on est sur un œuf qui du coup n'a pas une vocation forcément sexuellement récréative, hein, comme on disait au terme vraiment masturbatoire du terme. On ne peut pas avoir énormément de plaisir, pas forcément d'orgasme. On peut bien sûr, mais c'est pas le but premier. C'est pas le but premier, exactement. En fait, c'est tout simplement un objet qu'on insère du coup dans le vagin. Comme un tampon. Comme un tampon, voilà. Sauf que en fait, avec le poids, du coup, alors celui-là n'est pas extrêmement long, mais il y en a. En fait, il y a plusieurs poids, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs densités. Et avec le poids sur le plancher pelvien, du coup, qui va venir un peu exercer une pression, ça va remuscler le plancher pelvien. Et ce qui est intéressant avec ce type de jouet, en fait, c'est que en plus, on va avoir de la vibration. Donc la vibration, on pense évidemment au plaisir, mais pas seulement, puisque ça va aussi permettre d'être beaucoup plus conscient en fait, des contractions qu'on va pouvoir exercer sur le jouet. Et du coup, par exemple, celui-là, il a aussi des capteurs. Alors les capteurs, à quoi ça sert? En fait, ça sert exactement aux mêmes choses qu'une montre connectée, qu'un bracelet connecté qui est bardé de capteurs et qui va en fait t'aider à suivre ta santé et à améliorer ton état de santé au quotidien. Celui-là, par exemple, il va comprendre quand tu resserres du coup, quand tu contractes ton périnée, il va réussir à dire « Ok, là, c'est moyennement contracté, donc il va falloir faire un peu plus. » Et puis, du coup, il va pouvoir suivre la progression, forcément, savoir à quelle intensité il doit vibrer, comment il doit vibrer, si tu contractes bien le périnée, puisqu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas bien contracter le périnée, puisque ce n'est pas un truc qu'on apprend à l'école. Et donc, c'est un capteur qui va venir personnaliser l'interaction qu'on a avec le sextoy. Et ça, les capteurs, tu penses que ça va être peut-être la grande révolution de demain sur les sextoys, que ce soit sur le suivi de cycle, par exemple, ou même sur le plaisir naturel qu'on peut avoir? Je pense que c'est effectivement, des révolutions de demain qui existent déjà sur certains modèles. C'est encore très minoritaire, mais c'est hyper intéressant, puisque aujourd'hui, on a des objets connectés qui suivent la santé pour à peu près tout. On a des bagues, on a des semelles, on a des bracelets, évidemment, mais on a vraiment une typologie d'objets connectés dédiés à la santé assez énorme. C'était logique, évidemment, que les sextoys, en tout cas les jouets sexuels, soient concernés aussi. Donc on va avoir, oui, des capteurs de pression, comme sur celui-là, par exemple, qui vont permettre de contrôler la tonicité du périnée, mais pas que. Par exemple, dans une optique, par exemple, plus masturbatoire, ça va aussi nous permettre, tout simplement, de savoir exactement le moment où il y a un orgasme. Puisque quand il y a un orgasme, forcément, il va y avoir des contractions involontaires de toute la zone. Et en fait, du coup, là, c'est difficile de mentir. Tu le sais quand tu as un orgasme. Et donc, le sextoy pourrait ralentir, typiquement. On est sur ce genre de choses qui peut être hyper intéressant au quotidien. En parlant du futur des sextoys, est-ce que tu penses que demain, va y avoir une révolution du plaisir aussi importante que celle qu'on a eue avec l'air pulsé, par exemple, il y a 10 ans? On n'est jamais à l'abri d'une nouvelle révolution. Grande découverte dans notre corps. Je suppose qu'il y a 12 ans, on se posait pas la question de l'air pulsé. Pourquoi pas? Après, évidemment, là, pour l'instant, il n'y a rien qui est en train de se profiler vraiment, qui a l'air aussi énorme. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que je pense que même quand l'air pulsé est arrivé, ça n'a pas été la révolution tout de suite. En fait, forcément, il y a des petites évolutions tout le temps. Voilà, les géants du secteur en fait, ajoutent petit à petit des features sur leur sextoy. Ce qui est intéressant, c'est de comparer d'un point A à un point B. Effectivement, quand tu compares il y a 10 ans, les jouets sexuels n'avaient rien à voir avec ceux qu'on a aujourd'hui. J'ose espérer que du coup, dans 10 ans, les jouets sexuels n'auront rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment ce côté micro-apprentissage et micro-amélioration qui font qu'au final, quand on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte qu'on a quand même bien évolué. En revanche, moi, je pense qu'il y a un vrai truc à jouer sur plus que en fait, la stimulation, sur l'expérience autour de la sexualité et des objets connectés. C'est-à-dire que
aujourd'hui, on sait faire des sextoys qui provoquent des orgasmes extrêmement rapides, extrêmement efficaces, extrêmement qualitatifs. Voilà, ça, on sait faire. Il n'y a pas de souci. Par contre, là où on a encore plein de choses à apprendre, c'est sur tout l'écosystème qu'on va pouvoir avoir. Donc, tu parlais, par exemple, de connecter du coup 2 personnes entre elles, mais moi, j'ai envie de voir comment on fait, par exemple, pour connecter 14 sextoys entre eux et pour qu'ils soient tous reliés les uns avec les autres. Comment on fait pour créer un écosystème complet avec un Toys, par exemple, capable de se connecter à la fois à un site pornographique, du coup, où il serait complètement intégré immergé à la vidéo, exactement, la vidéo. Ou à un site de camgirl, par exemple. Du coup, on est sur du live, mais ça fonctionnerait sur le même principe. Voilà, il y a tellement en fait de possibilités, les lectures érotiques par exemple. Il y a vraiment des milliers de possibilités à créer et à écrire avec du coup la connectivité, avec les vitesses de connexion qui explosent. C'est quelque chose d'hyper intéressant. Évidemment, ça soulève pas mal d'enjeux, notamment en termes de cybersécurité. Mais pour moi, c'est vraiment l'un des enjeux qui va être les plus intéressants à exploiter dans les prochaines années. Ouais. Très bien. Dans tous les tests que tu as faits auprès des sextoys, quels ont été ceux qui étaient les découvertes les plus folles, les plus inattendues, les plus loufoques parfois? Alors, plus loufoque ne veut pas forcément dire plus efficace, mais au moins il y a du test. Oui. Moi, j'aime bien quand une marque arrive et teste un truc, parce que même si ça ne marche pas, on se dit, bon, bah, au moins il y a eu un truc un peu intéressant à tester. Il y a eu par exemple des sextoys gonflants, qui se gonflaient pour vraiment... à l'intérieur du vagin? À l'intérieur, ouais. Comme les pénis de chiens? Ouais, exactement. Ça faisait vraiment ballon de baudruche, hein, pour le coup, bon, plus épais quand même. Mais voilà, il y a ce genre de choses, par exemple, qui étaient intéressants. Il y a, on en parlait, hein, les toys avec des capteurs. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté médicalisé. C'est pas vraiment médicalisé le terme, puisque en fait, on reste sur quelque chose de masturbatoire, mais ce côté vraiment... on va suivre en fait nos habitudes sexuelles et on va comprendre comment est-ce qu'on peut encore plus optimiser le truc. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Mais c'est pas si loufoque que ça. Non, c'est pas si loufoque pour le coup, c'est vrai. Mais en très loufoque, il y en a eu. Hein, on a eu des... J'ai testé, alors du coup, pas moi personnellement, mais des masturbateurs qui ressemblaient à des machines à laver les voitures, avec 2 rouleaux comme génial. Ça qui malaxaient le pénis. C'était assez étrange. Évidemment, on a tout ce qui va être avec choc électrique. Ça aussi, c'est un délire. Et ça existe. On va avoir après... Ce qui est drôle aussi, c'est les formes, évidemment. Alors là, du coup, on ne change pas la stimulation en tant que telle, puisque du coup, c'est la même stimulation. Mais le fait de pouvoir faire n'importe quelle forme, typiquement sur ce genre de sextoy avec de l'air pulsé, ça peut prendre à peu près n'importe quelle forme. Donc tu penses à quelle forme? Des fusées, des otaries, des fantômes, des sushis. Des sushis à air pulsé. J'ai eu des sushis à air pulsé. Voilà. C'est des Asiatiques qui reproduisent ça très certainement. Je l'ai acheté au Japon, j'avoue. C'est pour ça. Ils sont très forts les Asiatiques. Et si toi, demain, tu devais imaginer le sextoy parfait, il ressemblerait à quoi? Alors déjà, première chose, il ressemblerait à, c'est ce que je te disais, quelque chose qui est relativement ouvert. Donc, moi, il y a plein de possibilités dessus. Ouais, exactement. En fait, comme par exemple pour la maison connectée, aujourd'hui, on a une norme qui s'appelle Matter et qui permet de connecter, voilà, par exemple, ton thermomètre connecté de four à ton alarme, à tes caméras de surveillance, peu importe la marque en fait que tu vas choisir, tu as un écosystème connecté. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir un sextoy, du coup, qui peut être connecté à n'importe quoi. Donc un site de cam, un site d'audio porn, un site pornographique classique, de la lecture érotique. Voilà, j'ai envie d'avoir quelque chose en fait qui, du coup, ne se limite pas à ok, il y a un objet qui peut faire ça. Par contre, son voisin, il peut pas, parce que du coup, bah, forcément, c'est pas la même marque. Moi, j'adorerais effectivement qu'il y ait des ponts entre les marques et en termes de connectivité, ça, ce serait à peu près génial. Le vrai enjeu aussi, pour moi, il est sur le plan écologique. Puisque aujourd'hui, enfin écologique et pas que d'ailleurs, hein, puisque aujourd'hui on a l'USB-C en fait qui a été voté en Europe. C'est très bien, ça va concerner les smartphones, ça va concerner les ordinateurs, les tablettes et d'autres objets connectés. Pour l'instant, les sextoys ne font pas partie de la législation européenne. Évidemment, on n'est pas sur un marché assez énorme et je pense qu'on est encore sur quelque chose d'un peu tabou. Donc c'est complètement passé sous le tapis. Je trouve ça très dommage parce qu'en fait c'est vraiment pratique.
de se dire, du coup, un câble pour son smartphone et son sextoy, pour moi, c'est un grand oui. Donc, il faudrait recharger tous nos sextoys avec le câble iPhone, ouais. Exactement. Pour moi, ce serait un changement assez dingue déjà en termes de, praticité hein, pour l'utilisateur. C'est-à-dire que, bon, on sait très bien que les utilisateurs ont rarement tous les sextoys de la même marque. C'est normal, généralement on teste 2-3 trucs. Et en fait, il y a ce côté, j'ai envie de pouvoir brancher n'importe quel sextoy sur mon câble USB et puis ensuite mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Et il y a vraiment ce truc très pratique pour le consommateur et très intéressant sur le plan écologique, puisque ça veut dire déjà l'obsolescence programmée, ça diminue quand même beaucoup, puisque là par exemple, on a la chance d'avoir sur des marques, des grandes marques, on a des câbles qui vont être normés. Donc ça veut dire qu'ils n'utilisent pas l'USB-C, mais par contre, tous les jouets Lelo par exemple ont la même typologie de câble, hyper pratique. Sur certaines marques, c'est clairement pas le cas. On a, sur certaines marques, on a en fait plein de chargeurs différents. Autant de chargeurs que de modèles. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, on se rend compte que si je pète mon chargeur, si je le perds ou si voilà, et bien en fait, je n'ai plus rien pour le brancher parce qu'il faut soit en racheter un. Exactement, c'est hyper compliqué. Donc le jour où tous les sextoys du marché ont le même câble de chargement, c'est un bonheur. Déjà, c'est un bonheur. Donc ton sextoy parfait, il se connecte à Pornhub et en même temps, il est écolo. Ouais, à peu près. Parfait. Merci beaucoup Amandine. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode pour mieux comprendre la sexualité à travers le prisme de la science.